précédemment dans le Cap. Je suis invaincu, donc si tu me bats, tu me baston. 1, 2, 3. Ah, mais en plus, c'est pour de vrai. Rien n'est gratuit, rien n'est acquis, donc il faut se bouger le cul. Et Celle-là, on la mettra du coup. Alors là, les abonnés, on est chez les contrebandiers à Biarritz, place des Halles. Je pense que c'est l'épisode le plus important depuis le début de ce projet. Je suis vraiment hyper content. Et j'étais tellement excité que j'ai oublié ma valise dans le train. Voilà, donc c'était un vrai plaisir parce que je ne trouve pas de numéro de gare. Donc je pense que cette valise va tomber aux oubliettes. Et espérons que ce soit pour la bonne cause. Bon, du coup, Emmanuel, on a parlé de l'après-carrière, on a parlé de tes nouveaux métiers, de tes nouvelles casquettes, de tes nouveaux caps. Maintenant, forcément, j'aimerais bien retourner sur ta carrière et sur le rugby. Et tout d'abord, forcément, moi j'aimerais revenir sur 10 ans auparavant et le AK de 2011. Je pense que tu as dû le revoir pas mal de fois, mais est-ce qu'on peut le revoir ensemble, s'il te plaît? ah ouais, avec plaisir. Alors, je le mettrai en grand écran dans la vidéo finale. C'est un V, le V de la victoire. Le V de la victoire pour le 15 de France. En se donnant la main face au Haka. L'ambiance c'est dingue, hein. J'étais à l'hôtel de Dans ville. le stade. Hein. Les Français avancent. Les Français avancent. Ils ne doivent pas dépasser la ligne médiane. Ils avancent maintenant. Quelle image, le 15 de France sur la ligne médiane. Exceptionnel. Exceptionnel 15 de France. Exceptionnel. Bon. Voilà, moi ça, je pense que celui-là, ce sera gravé dans ma mémoire pour regarder cette vidéo avec toi, Emmanuel. Bon, alors la première question, forcément, c'est... tu t'en rappelles forcément de quand tu as vu ça. Il y avait quoi dans ta tête à ce moment-là, quoi? Ce qui est intéressant, que j'ai jamais relevé, c'est un commentaire du speaker qui dit « Les Français reçoivent le haka ». Et là, je pense qu'il s'est trompé ce jour-là parce qu'on n'a pas reçu le haka. Je crois que c'est nous qui avons imposé ce qu'on voulait ce jour-là. Et c'était un peu le but, c'était de ne pas subir ce haka, de faire quelque chose de très respectueux. Mais voilà, de montrer qu'on allait être présent. D'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir la réaction du public dès qu'on bougeait, dès qu'on s'est mis en position. Et puis derrière, dès qu'on a commencé à avancer. Voilà, il y a une ambiance très très électrique. Un grand demain dans le stade, une ambiance assez énorme parce qu'on était habillés en blanc dans ce stade tout noir, voilà, finale de Coupe du Monde contre les Néo-Zélandais chez eux, voilà, où personne en tout cas était avec nous sur le terrain, mais on a c'est qu'on avait beaucoup de soutien ce jour-là, mais on était quand même très soudés, très serrés sur le terrain. La preuve en est, c'est qu'on n'avait pas prévu de se prendre la main au moment où on fait cette formation, et voilà, donc naturellement on s'est tous pris là la main. Et où on avait besoin de se sentir et de se dire bon maintenant les mecs on fait ça mais derrière il faut assumer, il faut pas en prendre 40 sinon tu passes pour une trompette quoi. Et, donc au début vous étiez pas censé vous tenir par la maine mais non, on avait prévu de faire cette formation un peu militaire en forme de V mais c'était pas du tout le V de la victoire, en fait c'est une formation militaire et quand on se déploie et qu'on se met à plat comme ça c'est un peu comme une déclaration à la guerre. En fait on le savait nous, c'était notre attaché en fait de liaison qui était sur place là-bas, qui était néo-zélandais, qui nous a dit qu'on pouvait faire ça parce qu'on n'avait pas trop d'idées, enfin on avait plein d'idées mais plutôt farfelues. Et on voulait quelque chose de respectueux et donc on s'est dit ben, on va faire ça, au moins ça va nous unir et puis ça va leur montrer qu'on est là, qu'on est présent et il va falloir nous passer dessus si vous voulez être champion du monde. Même si on croyait en notre étoile, donc voilà, ça a été une image très très forte. Le match aussi derrière fait que, de par la prestation
plutôt abouti, c'est resté dans les mœurs de tout le monde. Et puis nous, ça reste un moment très très fort. Hein, parce qu'autant moi le match derrière, c'est vrai que je m'en souvenais pas trop. Ouais. Autant à ce moment-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais surtout que c'est la deuxième réponse au haka que tu donnes, toi, parce qu'en 2007, vous avez déjà... alors, forcément, dans l'équipe, de par un peu la trajectoire et le parcours sur la Coupe du Monde, il y en a qui étaient chauds pour faire quelque chose face au haka, d'autres qui étaient moins chauds. Moi, j'avais fait déjà le drapeau bleu-blanc-rouge en 2007, en quart de finale, vous avez eu le droit d'être face à face, très proche en plus du haka. Donc je savais pas trop s'il fallait faire quelque chose ou pas. J'avais envie aussi parce que voilà, il y a quelque chose qui se passait dans le groupe. On était en train de vraiment vivre cette expérience, cette Coupe du Monde à fond. Et je me disais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, voilà, pour que ça nous responsabilise aussi. Parce que quand tu fais ça, comme je te dis, tu es obligé après d'y aller, quoi. Tu peux pas te lâcher. Et ça a été vraiment un moment très très fort, ouais. Et ben, ça a bien voulu y être. Et moi j'étais à l'hôtel de ville pour regarder ça et c'était un grand moment. Et bah, du coup, la fin du match c'était aussi un grand moment, mais un peu plus triste du coup, mais c'est vrai que je pense que ça nous a tous marqués. Donc, ouais, en tout cas, ça a été une expérience même pour nous très enrichissante parce qu'on est passé d'un statut de gros nul, on va dire, parce qu'on a failli sortir de la Coupe du Monde. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du groupe, une prise de conscience, le fait d'être acteur aussi de notre destin, et voilà, on a commencé à y croire jour après jour. On a battu les Anglais, après on a battu les Gallois en demi-finale, et on s'est dit que c'était pour nous. Bon, malheureusement, on a échoué à un petit point. Allez, petit point, ouais. Mais c'est intéressant parce que toi, quand même, dans ta carrière, tu as quand même toujours été un peu ce symbole de persévérance, de résilience et de combativité, et on se souvient tous du basque masqué, quoi. Donc pareil, je vais mettre la photo, mais c'était en demi-finale de H-Cup, je crois, où tu as ton masque parce que tu as le nez pété, tu te fais une côte en plus et tu continues le match. Pareil, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'es comme ça, quoi? Parce qu'en plus tu sors avec un gros match quand même, donc qu'est-ce qui se passe? Après, moi, voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu un jeu engagé, ma tête elle a toujours fait passer l'envie et le fait de vouloir avancer, et surtout de ne pas vouloir perdre au détriment de mon physique, on va dire. Mais je crois que c'est le lot de chaque joueur de rugby, hein, notamment quand on fait une carrière longue, on est obligé de passer outre les petits bobos, parce que même si c'est important, je pense, de s'écouter, et que de temps en temps il faut savoir écouter son corps si on veut durer, on est aussi obligé de passer outre certains bobos, voilà, pour que l'équipe puisse nous faire confiance, elle puisse compter sur nous. Et je vais même peut-être aller plus loin en disant que moi, les meilleurs matchs que j'ai fait, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de joueurs, c'est justement quand on a un petit bobo, parce qu'on sent son corps. Et on sait que voilà, le corps il est présent, et on est dans notre corps, on est là, on est présent. Et moi, tous les matchs où j'arrivais à un match sans coup, sans rien, où je me sentais trop bien en fait, je me disais ça va pas là, je sens pas mon corps, je sens pas que j'ai mal quelque part. Okay. Donc du coup, j'ai jamais fait mes plus grands matchs quand j'étais au top de ma forme, on va dire. Ouais, mais je crois que c'est le lot de tous les joueurs de rugby, il faut savoir se faire mal. Voilà, après il y a des matchs forcément où il y a le contexte qui fait que tu te surpasses. Il y avait pas mal d'éléments qui faisaient que sur un match comme ça, tu peux pas t'écouter, quoi, on va dire. Donc oui, j'avais le nez cassé. Bon, ça c'était pas très grave parce que je suis allé voir le Toubib 3 jours avant. J'ai dit qu'est-ce que je risque? Il m'a dit que ça recasse, donc je lui ai répondu lundi. et l'histoire du match, pour la petite histoire, c'est que maintenant on a le droit de jouer avec des protections thermomoulées en PVC. Ouais. Mais à l'époque on n'avait pas le droit, parce que c'était quelque chose qui pouvait blesser l'adversaire, ce qui est un peu débile. Mais... Donc moi j'avais fait faire un masque thermomoulé avec lequel je m'étais entraîné toute la semaine, donc comme les basketteurs aujourd'hui, ou même les rugbymen, hein. Donc c'était nickel, hein. Ça me protégeait le nez, et puis surtout je voyais super bien. Et la veille du match, l'arbitre est passé parce que les Irlandais savaient que j'allais jouer avec une protection, donc ils ont fait appel à l'arbitre. L'arbitre est passé me voir à l'hôtel, il a demandé d'avoir ma protection, et je lui ai montré, il m'a dit tu ne pourras pas jouer avec ça, je vérifierai demain. Donc à 11h du soir, la veille d'une demi-finale de Coupe d'Europe, on était en train d'essayer de bricoler un masque en mousse. Donc l'histoire de ce masque, c'est un truc en mousse avec lequel je ne me suis absolument pas entraîné, que j'ai mis juste avant l'échauffement, et je voyais rien, quoi. C'était vraiment le casque d'un gladiateur, je voyais, comme dans les films, quand tu vois la vision de la caméra du casque, je voyais ça, je voyais rien, j'étais obligé de faire comme ça et comme ça pour voir les trucs. Puis après voilà, il y a le coup d'envoi, tu prends 2 brins, il y a l'adrénaline, et puis voilà, je me souviens que je me pète 2 côtes sur le match aussi. Ah ouais, 2 côtes en plus, c'est bien. Donc ouais, ça a piqué. Alors je suis quand même content de l'avoir fait parce qu'on a gagné aussi le match et que toute l'équipe a répondu
présent ce jour-là. Je le referai pas demain parce que derrière j'ai passé 3 mois très compliqués où mon corps m'a dit ok, tu m'as fait subir ça, mais maintenant tu vas le payer. Et j'ai passé 3 mois derrière où j'ai été quand même, notamment à la fin de la saison, très fatigué. Ok. Ouais, parce que je pense que voilà, il y a des moments où il faut savoir aussi écouter son corps et que si tu l'écoutes pas, à un moment donné, il te le fait payer, quoi. Et là, je l'ai bien payé, ouais. Donc ça a été dur quand même de récupérer de cette blessure-là, ça a été quand même assez long. Et quand tu as terminé ta carrière donc à Toulouse, où pareil, tu étais quand même. Enfin, quand tu es arrivé à Toulouse, tu étais au top, tu as fini meilleur joueur de la saison. Pourquoi stopper ta carrière à ce moment-là? Est-ce que c'est ton corps qui te disait d'arrêter, ou est-ce que tu t'es dit que tu avais fait le tour que tu avais fait? Ça faisait déjà 15 ans que j'étais pro. Je finissais mon contrat ici à Biarritz, une année très compliquée, en plus où on descend en Pro D2. Ouais. Moi, j'étais sur une jambe depuis presque 2 ans, avec que j'arrivais pas à me soigner un genou là, que je m'étais fait opérer, et j'arrivais pas à enchaîner les matchs, ou en tout cas quand je jouais, après pendant 3-4 jours, je pouvais pas m'entraîner parce que j'avais le genou gonflé. Et je commençais vraiment à souffrir, et puis j'allais à l'entraînement en souffrant, j'avais plus de plaisir, donc j'étais vraiment fatigué mentalement et physiquement, donc je comptais arrêter ma carrière en 2014. Ouais. Je suis parti à Tahiti avec ma petite famille, parce que j'avais besoin de me changer les idées en fin de saison et de couper, de faire le point un peu sur savoir ce qu'allait être ma vie après le rugby. Parce que le dimanche, quand tu te lèves après un match et que ton fils te dit on peut jouer au foot dans le jardin et que tu es incapable parce que tu as le genou comme une patate, tu te dis bon, le rugby c'est bien, mais il y a aussi une vie après, elle est peut-être un peu longue, donc ça te fait poser quand même pas mal de questions. Ouais, je suis parti à Tahiti là pour couper avec ma famille. En rentrant, j'ai profité, je suis parti un peu faire la bringue sur des îles où on fait la fête avec les copains. Il y a Jean-Baptiste Elissal, dont je suis proche, qui m'a appelé 2 ou 3 fois. Il m'a dit il y a Guy Noves qui va t'appeler, il y a Guy Noves qui va t'appeler. J'ai eu d'autres propositions à l'époque que j'ai déclinées parce que je me sentais plus capable de jouer. Donc il y a Guy Noves qui m'a appelé effectivement. J'étais en pleine bringue. Et lui, je crois qu'il préparait leur demi-finale de championnat. Et donc on discute un petit peu et il me dit qu'il a besoin de moi à Toulouse et qu'il veut que j'aille jouer à Toulouse. Alors qu'on s'est frité nous pendant des années, tu vois, c'est Biarritz-Toulouse, ça a été chacun défendait son beefsteak. C'était la finale de la H-Cup. Voilà, moi je défendais ma famille, lui défendait la sienne. Bon, on connaît le personnage et c'est vrai qu'on s'est quand même frité et même accroché à la réception d'après-match. Et donc il m'appelle, il me fait preuve d'une confiance assez énorme. Je lui dis que je cours pas après un contrat parce que voilà, j'ai 31 ans, je suis père de famille et que pour moi, je lui dis écoute Guy, je peux même pas courir donc je vais pas te dire oui. Et il me dit la seule chose que je veux savoir c'est si tu as encore envie. Il me répond ça. Et là forcément tu as la petite flamme qui est en toi qui s'embrase, tu vois, qui te dit putain mais tu peux pas finir comme ça sur une jambe aigrie. Je lui dis écoute oui j'ai envie etc. Il me dit bon écoute on fait le point quand tu rentres de vacances et tu passes les examens médicaux et moi je veux que tu viennes à Toulouse. Voilà. Et ça a été dur de prendre la décision parce que voilà, après avoir joué 10 ans à Biarritz, partir à Toulouse ne sachant pas si j'allais jouer une seule minute parce que c'était ça, hein, honnêtement c'était vraiment ça. Donc j'ai eu envie, forcément le sportif qui était en moi et surtout le compétiteur, il a eu envie de se dire vas-y essaye parce que sinon tu auras des regrets toute ta vie de ne pas avoir essayé. Peut-être que tu ne joueras pas mais vas-y essaye. Donc j'ai signé qu'un an hein, parce que c'est vraiment un challenge. J'ai eu un accueil assez énorme de la part de tout le club. Et voilà, des conditions aussi qui m'ont permis de vraiment travailler sur moi, sur mon genou. J'avais un prépa physique, un kiné à temps plein pour moi pratiquement le premier mois. Et j'ai travaillé en marge du groupe, etc. Parce qu'au début c'était quand même très compliqué. Et puis à force de travail, de persévérance, j'ai réussi à passer quelques paliers. Et voilà, et puis est arrivé le premier match à l'AS Vallon, là c'était contre Castres. Je m'en souviens comme si c'était hier, ça c'est sûr, ça va rester profondément gravé en moi. Et parce que je pensais que tout ça c'était fini, donc quand tu revis tout ça, c'est quand même très très fort. Et puis voilà, puis ça a été une année formidable, hein, parce que quand tu arrives, que tu es le joueur qui vient en fin de carrière, dont tout le monde dit il est fini, c'est le dernier des dinosaures, il vient au cimetière à l'éléphant, et voilà. Et que premier match tu sors sous l'ovation du public, bon, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Donc ça a été très fort. Et j'ai vécu une année magnifique. Hein. Et du coup j'ai rempli pour une année. Ouais. Et bon, j'ai quand même beaucoup joué durant ces 2 saisons-là. Puis la deuxième saison, je commençais quand même aussi, à 36 ans, je commençais un peu à fatiguer. En tout cas, je mettais plus de temps à récupérer des matchs. Puis bon, voilà, le deal aussi avec ma petite famille, c'était comme partenaire. Et finalement, on est parti 2 ans. Donc voilà, j'avais aussi envie de revenir ici. Puis c'était déjà 2 ans de bonus pour moi. C'est pas comme si tu te dis j'arrête parce que je veux pas faire l'année de trop. Ouais. Et finalement, tu as toujours des regrets. Moi, déjà, c'était 2 ans inespérés. Donc c'était que du bonus. Et puis j'ai la chance de pouvoir finir sur le terrain. Contre Clermont à Toulouse, un dernier match, de faire ma sortie avec tous mes proches,
ma famille, mes amis, tous les mecs avec qui je jouais dans les autres clubs qui étaient là ce jour-là, qui m'ont fait une grosse surprise. Et voilà, donc ça permet aussi de faire un peu ses adieux, même si on n'est jamais prêt à arrêter une carrière parce que c'est quand même très très dur. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là et je remercierai jamais assez Guy Maurice pour ça parce que voilà, pour moi c'était fini le rugby. Puis, honnêtement, je le dis, hein, ça a été un miracle. Les gens ils ont du mal à le comprendre, mais pour ceux qui me connaissent, qui m'ont suivi, vu d'où je partais et où j'ai fini, même le niveau rugbystique, hein, la première année à Toulouse, ça fait longtemps que j'avais pas joué aussi bien. Après, voilà, il y avait tout, il y avait l'envie. Je suis un joueur aussi qui fonctionne à l'affectif, donc j'avais envie de rendre ce qu'on m'avait donné. Donc ouais, ça a été fantastique. Ok, et bien merci beaucoup. Je vais me faire verser une larme, me faisant parler. Non mais en fait c'est ouf parce que pour le coup là je me sens assez chanceux de pouvoir te poser tes questions parce que ce genre d'interview on les voit à la télé quoi. Et je trouve ça dingue d'avoir ton témoignage comme ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et je pense que ça fera plaisir à mes copains aussi. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon bah Emmanuel, malheureusement cet épisode prend fin. Toutes les bonnes choses dont tu le fais. Merci d'avoir participé à cet épisode. C'était bien sympa, merci. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et je suis heureux d'ailleurs que tu aies pu montrer, voilà, tu peux raconter ta carrière, des moments forts de ta carrière et que tu nous aies donné ce témoignage. Donc encore merci. C'est toujours plaisant de se remémorer des bons moments, donc merci à toi. Voilà l'équipage, l'épisode prend fin. Moi, vraiment, je suis comblé d'avoir pu faire participer Emmanuel Arinordoki dans le CAP. En tout cas, il a eu une carrière dans le 15 de France. Il a créé une marque d'habits, il fait de l'immobilier. Il a maintenant un établissement, restaurant cave à vin qui s'appelle Les Contrebandiers. Il fait du négoce en vin. Bref, c'est un serial entrepreneur. Et vous? Alors, cap ou pas cap?